Bon, C'est parti. ce qu'on vous propose, il est 10 heures. Encore une fois, tout est en replay, donc on va commencer par se présenter. Et comme ça fera venir les retardataires. Je vois le compteur qui augmente encore. Donc, on va tout simplement vous proposer ce webinaire sur 30 minutes où avec Marlène, on va interagir. On a vu tout ça ensemble. On a préparé ce webinaire ensemble. Au bout des 30 minutes, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez en poser en cours de route. Si on peut y répondre tout de suite, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Sinon, on attendra la fin et puis tout simplement, derrière, on restera en contact si vous le souhaitez par LinkedIn. Après ce webinaire. C'est parti. Marlène, je vais te laisser te présenter. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Marlène Leguet et je suis la fondatrice de Vague de Sens. C'est une entreprise d'études et de conseils spécialisée sur les jeunes générations. Donc, concrètement, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises à mieux comprendre les moins de 30 ans et surtout, je les accompagne dans la résolution des problématiques qu'ils peuvent avoir avec cette population. Le plus souvent, je suis appelée sur des problématiques en lien avec l'attractivité, l'intégration, la fidélisation et bien évidemment le management intergénérationnel. Donc, pour ma part, si j'ai fait le choix de créer Vague de Sens, il y a près d'1 an et demi de cela, c'est avant tout lié à la notion de fracture. Et cette notion, chez moi, elle résonne de 2 manières. Premièrement, d'une manière assez brutale, c'est un accident de la route que j'ai eu il y a quelques années et qui m'a causé de nombreuses fractures sur le corps, un visage brisé en 3 morceaux et un diagnostic concernant ma mobilité clairement peu engageant dans un premier temps. Mais cet événement m'a aussi permis, en quelques minutes, de me recentrer sur l'essentiel, à savoir qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'est-ce qui a du sens pour moi. Et là, la seconde fracture a résonné et cette fois, je fais référence à la fracture intergénérationnelle parce que pendant plusieurs années, j'ai accompagné des entreprises nationales et internationales, j'ai échangé avec plein de dirigeants, plein de managers qui me faisaient part de leurs inquiétudes, de leurs questionnements vis-à-vis des jeunes générations et j'entendais beaucoup parler de cette fameuse fracture intergénérationnelle. Mais pour ma part, dans le cadre de mon activité, je rencontrais des jeunes, des moins jeunes et j'avais le sentiment que cette fracture intergénérationnelle n'existait pas, ou en tout cas n'existait pas encore. Et il fallait donc agir pour participer à réduire cet écart que nous étions en train de créer par un manque de communication, par un manque de considération. Il fallait donc agir pour faire en sorte que les gens communiquent davantage, se considèrent davantage et aient toujours envie de travailler ensemble. Donc moi, ma manière de passer à l'action, ça a été de créer Vague de Sens. Et ce matin, ma mission, ce sera de vous proposer quelques éléments. Alors, ces éléments plutôt introductifs, on va dire, pour bien comprendre les jeunes générations. Donc ça, c'est ma première mission. Et puis évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sébastien, je te laisse te présenter. Merci Marlène. Alors, en effet, vous avez des questions-réponses à tout moment. Vous pouvez poser des questions, mais vous allez voir dans le contenu. Soit on y répond à la fin, on a gardé à la fin de la demi-heure de webinaire un moment pour échanger ensemble. Si on peut y répondre tout de suite, on le fera, bien entendu. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis cofondateur de Me and My Boss, qui est une méthode de recrutement assez originale qui permet, via un module asynchrone digital, de se découvrir mutuellement avant de s'engager. Donc, ça nous permet de capter des candidats que vous n'auriez pas en temps normal. Et pour mon histoire très rapide, voilà, j'ai commencé chez Manpower début des années 2000. Et ensuite, j'ai basculé chez un client en tant que DRH pour créer mon propre cabinet de recrutement, le cabinet Osvan à l'époque. Et en 2013, je me suis rendu compte qu'il y avait un match à jouer, puisque depuis la création de l'ANPE, 1967, où on a mis en place le CV, la lettre de motivation, clairement, on est en 2022 et on est toujours à demander des CV, des lettres de motivation, du précodage de part et d'autre. Et donc, ça crée des distorsions et pas forcément des recrutements réussis, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on a des problèmes de pénurie de candidats sur pratiquement tous les postes, là où ce n'était pas le cas. Donc voilà, et notre siège est à Rennes, en Bretagne, avec la tête de réseau, et j'ai franchisé mon concept, ce qui fait que j'ai des recruteurs, entrepreneurs, un peu partout en France, et on continue à ouvrir des cabinets Me and My Boss, voilà, au niveau national. Vous verrez que je suis un passionné aussi comme Marlène, donc on va commencer ce webinaire maintenant que les présentations sont faites. Je commence à prendre la parole juste sur cette pyramide de Maslow, juste pour vous faire comprendre un état de fait. Cette pyramide de Maslow, qu'on a tous vue à l'école, est adaptée au monde de l'emploi. Donc, si je me réfère, par exemple, à ce que j'ai vécu quand je suis rentré dans le monde du travail,
j'étais sur la base des besoins physiologiques, c'est-à-dire j'avais besoin de trouver un job, un travail, un CDI, pour derrière avoir des conditions, besoins de sécurité, monter à l'étage au-dessus, conditions de travail, pouvoir tout simplement avoir la sécurité de l'emploi avec ce fameux CDI. Ensuite, au fur et à mesure que je faisais mes preuves, mes besoins sociaux, relations de travail, réunions, événements, les séminaires, je vivais des choses assez sympathiques. Plus derrière, la recherche d'un statut cadre, par exemple, je suis dans le stéréotype et la caricature, mais c'est pour bien vous faire comprendre la montée dans la pyramide de Maslow, je vais y arriver. Et ensuite, forcément, à un moment donné, avec des responsabilités, du management, de la gestion de business unit, par exemple, eh bien, la réalisation de soi. Et aujourd'hui, quand on recrute, dans la plupart des entreprises, on a tendance à attendre, par exemple, cette nouvelle génération en bas de la pyramide, en disant je suis passé par là, voilà comment j'ai vécu les choses, et je t'attends là, alors que, ils arrivent sur le marché du travail à besoin d'accomplissement directement. C'est-à-dire qu'il y a comme un problème d'étage, un problème de communication, c'est-à-dire que voilà, on les attend en disant vas-y, fais tes preuves et après je te dirai ce qu'il en est, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Et donc forcément, ça crée des situations où on entend beaucoup de choses en entreprise, et je vais laisser Marlène justement en parler sur les fameuses pensées stéréotypées. Oui, tout à fait. Dans cette pyramide de Maslow, aujourd'hui, on a des jeunes qui l'aperçoivent, on va dire, plutôt à l'envers. C'est-à-dire que l'accomplissement personnel, la réalisation de soi est absolument essentielle lors de sa recherche d'emploi. Petite précision tout de même, aujourd'hui, c'est quand même important de consolider la base, qu'elle soit en bas ou en haut, que la base du triangle soit en bas ou en haut, elle est importante. Si je me permets cette précision, c'est parce qu'il y a quelques semaines, il y a une étude qui a beaucoup fait parler et qui mettait en lumière le fait que les jeunes veulent toujours avoir un salaire correct. Oui, c'est toujours le cas. Nous ne vivons pas encore d'amour et d'eau fraîche, donc il est important d'avoir un salaire correct. Néanmoins, vous n'arriverez pas à les recruter et vous arriverez encore moins à les fidéliser si vous ne proposez pas des missions qui ont du sens et qui leur permettent de s'épanouir. Donc, on n'est pas sur la dynamique du ou, un bon salaire ou de la réalisation de soi. Aujourd'hui, on est vraiment sur la dynamique du et. Il faut à la fois un salaire correct, mais aussi leur permettre, encore une fois, de se réaliser. Donc, il y a vraiment un changement de prisme, un changement de paradigme qui soulève beaucoup de questions, qui soulève aussi quelques amalgames et quelques fausses croyances. Alors, celle que j'entends tout le temps, chaque semaine, c'est « les jeunes ne veulent plus bosser ». Je vous rassure, ce n'est pas forcément vrai. C'est même pas vrai du tout. Je vous dis ça, alors pas parce que je l'ai lu dans des livres, simplement parce que je suis allée leur poser la question. Mon parti pris au sein de Vague de Sens, c'est vraiment de réussir à conserver cette proximité avec les jeunes. Donc, je les rencontre continuellement à l'occasion d'études quantitatives, d'études qualitatives, d'entretiens, et notamment des entretiens filmés. J'en fais des dizaines, des centaines, pour savoir justement comment est-ce qu'ils décryptent le monde et être en capacité à retraduire ça le plus fidèlement possible. Donc, on leur a posé la question de savoir est-ce qu'ils avaient toujours envie de travailler. La réponse est oui. Simplement, ils n'ont plus forcément envie de travailler comme avant. Avant, vous aviez effectivement des personnes qui s'ancraient dans une entreprise, qui passaient 15-20 ans dans cette entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'ils souhaitent. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est vraiment de prendre part à des missions qui vont répondre à des désirs, à des besoins, à des envies et qui vont leur permettre de nourrir leur épanouissement personnel. Ça, c'est quelque chose qui est central, cette notion d'épanouissement personnel et qu'on retrouve vraiment dans leur discours, quel que soit le profil. Donc ça, c'est le premier élément. Et on voit que ce qu'ils cherchent, c'est ils cherchent à se sentir utiles, ils cherchent à avoir un impact positif et aussi être continuellement dans cette découverte. Alors, ça peut être au sein d'une même entreprise, mais ça peut être aussi en allant d'une entreprise à l'autre pour découvrir de nouvelles choses, pour développer de nouvelles compétences. Ça, encore une fois, c'est un élément qui est très marqué lorsqu'on échange avec eux. Donc, on a des jeunes qui vont plutôt se projeter pour 2, 3, 4 ans. En général, sur des profils plutôt qualifiés, ils vont plutôt nous parler de projections à 2 ans, en début de carrière en tout cas, et sur des profils un petit peu moins qualifiés, plutôt sur des projections à 4 ans. Donc, on a des jeunes qui n'ont pas forcément envie, encore une fois, de rester 20 ans dans l'entreprise et d'avoir cette carrière très linéaire. Pour autant, on peut aussi avoir des jeunes qui vont rester 2-3 ans et puis peut-être qui vont, au bout de 3 ans, aller voir ailleurs et il se peut qu'ils reviennent vers vous. Il y a vraiment cette notion de salarié boomerang qui est plutôt présente chez les jeunes générations et je sais qu'elle peut cristalliser certaines tensions chez les dirigeants. En tout cas, dans les échanges que je peux avoir avec certains dirigeants, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent « Ah bah non, moi j'ai un de mes collaborateurs qui est parti. S'il est parti, il est parti.
hors de question que je le reprenne. Et en fait, ces dirigeants perçoivent finalement ces comportements comme un affront à l'entreprise. Or, ce n'est pas le cas. Simplement, ils sont en début de carrière, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et ils ont simplement envie d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et le fait d'aller constater ce qu'il peut se faire ailleurs peut aussi leur permettre d'apprécier davantage ce qu'ils ont. Donc ça, c'est une première tendance que l'on peut noter. Et puis, il y a une vraie tendance aussi à la cooptation. On a des jeunes aujourd'hui qui sont plutôt anxieux, plutôt inquiets vis-à-vis du monde professionnel. Quand ils parlent de ce monde professionnel, ils emploient souvent le terme et l'émotion de peur. Donc, ils ont besoin d'être rassurés et ils vont avoir tendance à se coopter les uns les autres pour se rassurer, même si l'entreprise ne les pousse pas à cela. Donc ça, c'est une tendance plutôt positive pour vous, si vous êtes recruteur et que vous nous regardez ce matin. Ça ouvre des perspectives positives pour l'avenir, bien que, évidemment, j'ai tout à fait conscience qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Sébastien, on est plutôt face à une pénurie de talent et ce n'est pas forcément facile tous les jours. J'en ai bien conscience. On verra après comment est-ce qu'on peut faire justement pour rendre ça un peu plus facile. Avant de passer à la slide suivante, une autre fausse croyance que j'ai régulièrement, c'est que les jeunes ne sont plus engagés. Encore une fois, cette croyance n'est pas forcément juste, parce que oui, les jeunes sont toujours engagés, mais ils ne sont plus engagés comme avant. Ils n'ont plus envie de s'engager, comme je l'ai dit à 2 reprises précédemment, ils n'ont plus envie de s'engager pendant 20 ans vis-à-vis d'une structure. Par contre, ils ont envie de s'engager auprès des femmes et des hommes qui composent cette structure. On a vraiment un engagement qui est davantage social, et cet engagement va permettre de les fidéliser, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, les fidéliser, c'est important, mais évidemment, il faut d'abord leur donner envie de venir jusqu'à vous. Donc, en début d'année, on s'est posé des questions avec notamment l'ABEA, donc l'Association bretonne des entreprises agroalimentaires, pour savoir s'il était possible de se rendre attractif aux yeux des jeunes générations. Est-ce que c'est possible? De quelle manière? Et comment concrètement on peut passer à l'action? Parce que nous sommes partis du constat que ces jeunes, eh bien, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils n'ont pas forcément conscience des codes, des normes professionnelles, ils n'ont pas forcément de repères pour comparer aussi la valeur que peut leur apporter votre entreprise. Donc, nous sommes partis de ces questionnements et nous avons mis en place une étude sur l'attractivité et notamment l'attractivité des offres d'emploi écrites. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours le canal d'acquisition majeur en France. Donc, on s'est dit concrètement, est-ce qu'il est possible en quelques lignes de se rendre attractif pour des jeunes? Donc, nous leur avons présenté 8 offres d'emploi, des offres d'emploi réelles qui étaient en ligne lorsque nous avons réalisé l'étude. Et donc, ils prenaient connaissance de ces 8 offres. Une fois que c'était fait, nous les questionnions pour savoir s'ils avaient envie d'en savoir plus sur certaines offres d'emploi, voir s'ils étaient prêts à candidater directement auprès de certaines entreprises. Et ce qui a été extrêmement intéressant en termes de résultats, c'est d'observer, parce qu'on a quand même passé du temps avec eux, on a passé plus de 70 heures en entretien individuel, donc c'est conséquent. Et nous avons pu noter que finalement, sur ces 8 offres d'emploi, il y en avait 75% qui étaient complètement occultées, qui n'attiraient pas du tout leur attention. Il y avait 2 offres qui suscitaient de l'intérêt et il y avait une offre qui suscitait vraiment de l'adhésion. Ils avaient envie d'en savoir plus, voire ils avaient envie de candidater, ils réagissaient, ils posaient des questions. On sentait vraiment qu'il y avait tout de suite, on va dire, cet élan émotionnel. On avait envie d'en savoir plus, ça suscitait quelque chose. Une fois qu'on a constaté ça, eh bien, il fallait savoir ce que ça suscitait, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière. Donc, on les a questionnés pour les amener à conscientiser ce qui leur donnait envie dans cette offre-là. Et ce que nous avons pu noter, c'est qu'il y avait 3 termes qui revenaient dans leur discours. 3 termes, mais 2 vraiment de manière très, très, très forte, c'était le dynamisme et la transparence. Le dynamisme, ça passait par la structure de l'offre d'emploi, parce que cette offre en question, elle était formulée sous forme de questions-réponses. Donc, on constatait bien que par la forme de l'offre, eh bien, tout de suite, vous aviez un intérêt qui allait être plus marqué. Parce que ces personnes donc, lisaient l'offre d'emploi et se disaient « Ah, ça me plaît plutôt bien parce qu'il y a une forme d'interactivité. » Alors, ce n'était pas une interactivité réelle au sens où on n'était pas en train d'échanger de vive voix, mais il y avait cette première interactivité qui plaisait plutôt bien. Et puis, ça les amenait à se projeter, une image d'entreprise qui était plutôt satisfaisante pour eux. Une entreprise qui aurait un management plutôt horizontal, une entreprise qui serait porteuse de projets, qui serait dynamique, dans lesquels ils arriveraient à trouver leur place, une entreprise dans laquelle il y aurait une bonne ambiance. Donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, rien que par la forme, vous pouviez induire finalement les perceptions et les représentations que l'on a de votre entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Comme je vous le disais, une offre formulée sous forme de questions-réponses. Et ce qui faisait vraiment la différence, c'est que les questions qui étaient posées dans cette offre-là étaient les questions qu'eux-mêmes se posaient.
Donc, ce qu'ils m'ont dit concrètement, c'est qu'on avait une entreprise qui, à un moment, s'était mis à la place de ses jeunes collaborateurs et s'était demandé quelles questions se pose un jeune collaborateur lorsqu'il arrive au sein de l'entreprise. Quelles sont ses inquiétudes? Sur quoi a-t-il besoin d'être rassuré? Et donc, cette entreprise posait les questions et acceptait d'y répondre. Donc là, ça venait cocher un triptyque dynamisme, considération, transparence. Concrètement, le triptyque gagnant, et toi, Sébastien, c'est aujourd'hui ce que tu fais aussi au sein de Me and My Boss. Je me permets juste un petit laïus avant de te laisser la parole. Cette notion de transparence, elle est essentielle. Aujourd'hui, ils ne vous demandent pas d'être parfait, d'avoir l'entreprise la plus parfaite qui soit. Bien au contraire, c'est quelque chose qui les inquiète. Si vous voulez vous donner cette image de perception, vous allez les inquiéter parce qu'ils vont se demander ce que vous êtes en train de leur cacher. Donc, n'ayez pas peur de communiquer sur qui vous êtes pour de vrai, avec vos forces, mais aussi avec vos marges de progression, parce qu'encore une fois, en parlant des marges de progression et en parlant de la valeur ajoutée que vont avoir ces nouveaux collaborateurs, vous allez venir stimuler leur sentiment d'utilité et leur donner envie de s'engager davantage à vos côtés. Donc voilà ce que je peux vous dire très succinctement sur cette étude. Sébastien, je te laisse la parole pour compléter. Alors, on voit vos questions, hein, ne vous inquiétez pas, on va y répondre juste après. Donc, elles sont toutes marquées, on va y répondre une par une. Donc, en effet, pour être très transparent avec vous, Marlène, on l'a fait intervenir au sein de notre réseau Me and My Boss sur notre séminaire annuel auprès de tous nos recruteurs. Et quand on a vu cette étude sur les offres d'emploi, le dynamisme, considération, transparence, on s'est dit, mais c'est assez énorme parce que nous, on a un système où tout simplement, on retrouve tout ça et on comprend mieux aussi pourquoi on a un certain nombre de réponses ou de candidats engagés. Donc, je vous propose, on va partager ça avec vous. Juste vous expliquer comment on fait chez Me and My Boss pour que vous compreniez la possibilité, et puis à vous de mettre en place un système si vous le souhaitez. Mais pour faire simple, on joue déjà l'entreprise mystère. On va cacher l'identité et dans le texte, on va proposer au candidat de jouer un petit jeu. On va lui dire, écoutez, vous avez le titre du poste, le lieu. Si vous voulez en savoir plus, on va vous poser une question et en échange de votre réponse, on vous donnera un indice. Et au bout de 5 indices, on vous révèle le nom de l'entreprise et vous nous dites si vous avez envie d'y aller ou pas. Et en fait, ce mot question, c'est tout simplement pour ne pas faire peur aux candidats. Mais il y a du coup, ce qu'on parlait juste avant, cette interaction, l'aspect curiosité. Et on va tout simplement, je vous montre ça rapidement. Hein, si vous êtes intéressé, on reste en contact sur LinkedIn. Mais juste vous montrer au niveau infographie, vous avez un système comme de chat, hein, en fait, avec sur la droite, tout simplement le recruteur qui va poser des questions et les indices qui vont venir se stocker sur la gauche avec des pop-up qui s'ouvrent. Ce que je voulais partager avec vous, c'est ce chemin-là par lequel on fait passer le candidat pour vous montrer un peu sur comment on arrive à capter. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne connaissent pas l'identité et on va les faire rentrer dans un processus en 5 items. Ils pensent que c'est des simples questions, mais en fait, c'est pour amener de l'interactivité et les rassurer et de leur amener de la transparence sur le poste et l'entreprise. Je m'explique. Par exemple, étape 1, on a cherché comment les faire rentrer dans le jeu de la conversation et on est parti sur le moi. C'est-à-dire que l'humain, de manière assez transparente, quand on lui pose des questions sur « racontez-moi votre histoire », mais elle va le faire de manière assez naturelle. Et donc, il va nous raconter tout simplement qu'il est dans telle ville parce qu'il a suivi son conjoint ou après tel diplôme, etc., etc. Et en échange, dans l'indice 1, il va découvrir l'histoire de l'entreprise. Et c'est là qu'on va intervenir en tant que recruteur. On va expliquer cette histoire avec de la transparence, sans citer le nom, en mettant des prénoms, mais pour donner envie. Souvent, je dis en rigolant, plus ça commence dans un garage, mieux c'est. Mais il faut que le candidat, en fait, sente qu'il y a une aventure dans cette entreprise. Ensuite, on les met en situation très rapidement en deuxième phase. Vous êtes ci, vous êtes ça, vous avez carte blanche, comment vous faites? Et il ne connaît pas la fiche de poste. Donc, il n'est pas précodé. Encore une fois, on arrête de se précoder dans le recrutement d'aujourd'hui. L'interaction s'arrête à l'offre d'emploi. Ils vont voir sur le site Internet de l'entreprise, ils vont regarder les 3-4 valeurs, ils vous répondent ce qu'ils ont envie d'entendre et ça fausse un peu le jeu. Là, on le projette sur le poste à blanc et dans l'indice 2, une fois qu'il a répondu, il va découvrir la fiche de poste en détail. Je passe rapidement, mais troisième étape, c'est la valeur ajoutée. Maintenant que vous connaissez notre histoire et le poste, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter en tant que personne, en tant qu'individu, et on lui dit ce que l'entreprise va être capable de lui apporter. Et là, on est sur de la transparence, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas on a acheté un billard ou un table de ping-pong, baby-foot avec des piscines à bulles et tout ça. Non, on va expliquer ce que l'on fait vraiment dans l'entreprise, qu'on va leur apporter. Souvent, il y a des entreprises à taille humaine qui me disent « Mais Sébastien, nous, on n'est que 10 ». Ben justement, c'est peut-être ce que la personne recherche, mais on veut de la transparence là-dessus. Ensuite, une question insolite pour faire une phase de séduction. Donc, c'est des questions un peu dites à la Google.
où on demande aux candidats de répondre, par exemple, demain, vous êtes dans un couloir, il y a un éléphant au milieu, vous voulez passer de l'autre côté, comment vous faites? Et en échange, on lui explique que dans l'indice numéro 4, eh bien, des personnes de la direction vont y répondre également. Et qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Eh bien, le candidat se dit, waouh, on joue le même jeu que moi dans l'entreprise, humilité. Et c'est là qu'on va révéler le nom. Et cinquième et dernière étape, on détecte la motivation. Maintenant que vous savez qui on est, est-ce que vous vous projetez chez nous? Et si oui, pourquoi? Je voulais partager avec vous ce processus parce que quand on a fait intervenir Marlène, justement, au sein du réseau, avec toutes ses études, sa connaissance, et qu'on voit depuis quelques années comment on recrute les candidats, on s'est dit il faut qu'on partage ça sur un webinaire. Donc voilà, je voulais partager ce système de transparence, interaction et dynamisme qui répond aujourd'hui au marché du recrutement, entre autres. Effectivement, la transparence, elle est importante. Elle est importante pour recruter, mais elle est aussi fondamentale pour fidéliser. Aujourd'hui, je me permets de répondre à la deuxième question. Je vois une Mélodie qui nous demande, en parlant de jeunes, vous constatez quelle tranche d'âge? Alors aujourd'hui, ce qu'on met derrière jeunes, c'est les moins de 30 ans. On a un focus sur les moins de 25 ans, mais on a petit à petit élargi un peu notre cible parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de vrais sujets, évidemment avec les jeunes actifs. Et les jeunes actifs aujourd'hui rentrent, pour une part d'entre eux, en tout cas de plus en plus tard dans la vie active. Donc, ce que j'entends par jeunes, ce sont les moins de 30 ans. Et bien sûr, au sein de cette catégorie, il y a plein de sous-catégories qu'on vient creuser au sein de chacune de ces études. Donc, je disais, la transparence importante pour le recrutement, fondamentale pour la fidélisation. Aujourd'hui, l'intégration, donc le moment où votre talent va arriver au sein de votre entreprise, il va faire ce constat de la transparence. Est-ce que ce que vous lui avez dit lors du recrutement est fidèle à la réalité? Et quand je rencontre des jeunes en entretien, c'est ce qu'ils me disent. C'est la première mission qu'ils se donnent. C'est de voir si ce que vous leur avez dit, ce qu'ils ont compris et la réalité concordent. Plus cet écart est important, moins vous avez de chances de les fidéliser. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais aussi sur cette transparence. On peut pas être parfait. Mais il ne faut pas avoir peur de valoriser qui on est et ce qu'on fait. Parce que Sébastien, tu disais juste avant, tu parlais des TPE, des entreprises voilà, avec un nombre de collaborateurs à taille humaine. Et récemment, j'ai un client près de Grenoble qui me disait ça, qui me dit, mais nous, on est une petite entreprise, on ne pourra jamais être attractif. On est dans l'industrie, on a des super entreprises à côté, très technologiques, on ne peut pas attirer des talents. Et finalement, quand on est allé voir les collaborateurs, donc ceux qui vivent et qui font vivre l'entreprise, et que nous leur avons posé la question, eh bien, on s'est rendu compte que si justement ces collaborateurs, et notamment ces jeunes collaborateurs, venaient parce que c'était une petite entreprise, parce que c'était à taille humaine, parce qu'il y avait une bonne ambiance, parce qu'il y avait une possibilité d'évolution. Et finalement, il y avait beaucoup de points positifs. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur d'aller voir vos collaborateurs pour leur demander ce qu'ils pensent réellement de l'entreprise. Je fais la transition donc, avec la slide que vous avez sous les yeux. On a mené une étude cette année sur les différentes phases du parcours collaborateur et notamment sur cette phase d'intégration parce que, comme je le disais juste avant, on sent bien que c'est la phase la plus impactante du parcours collaborateur. Et souvent, quand on a des entreprises qui viennent nous voir en nous disant nous, on a des jeunes, ils restent moins d'1 an dans l'entreprise, on a un turnover très fort et on ne comprend pas pourquoi, on se rend compte que les premiers éléments se trouvent lors de l'intégration. Et donc, sur les 1200 jeunes qu'on a sollicités lors de cette étude, on a 92% qui nous ont dit avoir eu des surprises lors de cette phase d'intégration. Et sur ces 92%, on a 75% qui nous ont dit avoir eu de mauvaises surprises. C'est considérable. On s'attendait à avoir un chiffre important parce que, comme je disais tout à l'heure, les jeunes, on les rencontre continuellement. On ne s'attendait pas à ce que ce chiffre soit si fort, 75%. C'est vraiment très marqué et très marquant. Donc, les jeunes, il va falloir faire attention à la manière dont vous allez les intégrer. Parce que derrière ces mauvaises surprises, eh bien, ça peut être finalement un manager qui n'accueille pas comme il faut, une relation horizontale qui est projetée mais qui ne correspond pas du tout à la réalité, une ambiance qui n'est pas au rendez-vous. Il y a vraiment des éléments qui peuvent agir négativement sur cette phase d'intégration et donc sur les perspectives de fidélisation par la suite. Alors, on regarde en même temps les questions. Donc, on va répondre après sur le sens salaire et sur des statistiques sur l'onboarding et la transmission. On y répond juste après? Oui. Parce que ça demande un peu plus de développement.
Mais déjà, je trouve ça assez énorme en termes moi, ça m'a scotché en termes de pourcentage avec des cas concrets de personnes, de jeunes qui arrivent en entreprise et qui s'aperçoivent qu'il y a des tensions à la cafétéria, par exemple, et on ne leur a pas dit. Et du coup, ça suffit, vous m'entendez bien, ça suffit des fois pour les faire sortir de l'entreprise en disant on ne m'a pas dit ça. Waouh, ici, cette ambiance au secours. C'est ça. Et ce qui est sur la partie ambiance, justement, on avait aussi 89% des jeunes interviewés qui nous disaient avoir eu le sentiment de percevoir l'ambiance dès le premier jour. Et ça, c'est aussi quelque part intéressant parce qu'on se dit, d'accord, donc si dès le premier jour, ils estiment avoir conscience de l'ambiance, si l'intégration et la phase d'accueil ne se passent pas bien ou pas comme ils auraient imaginé, eh bien, encore une fois, ça peut avoir un effet délétère pour la suite. Donc, ne pas avoir peur de mettre vraiment un point d'attention particulier sur cette phase d'intégration. Je vais y arriver à faire passer le slide suivant. On parlait d'intégration, justement, Marlène. Oui, justement. Donc, bien évidemment, comme je l'ai dit juste avant, l'intégration, c'est ce constat de la transparence. Donc, la transparence, elle doit être pensée. On ne doit pas commencer à réfléchir à cette transparence lorsqu'on va intégrer les collaborateurs. C'est vraiment des réflexions qui doivent se faire en amont et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant, enfin en tout cas moi c'est la manière dont je travaille avec mes clients, de mettre en place des diagnostics pour savoir qui vous êtes pour de vrai, qui vous êtes aux yeux des jeunes collaborateurs, aux yeux de vos anciens collaborateurs, quelles sont vos forces pour réussir à avoir le maximum de cohérence possible. Et la notion de relation humaine, d'ambiance dont on a parlé juste avant, sont aussi très importantes parce que quand on demande à des jeunes les questions qu'ils se posent et surtout les réponses qu'ils ont besoin d'avoir lorsqu'ils arrivent au sein de l'entreprise, eh bien les questions, elles sont assez simples. C'est comment me parle mon manager, comment mon manager parle aux autres collaborateurs, comment les collègues se parlent entre eux. Ça, c'est les questions qu'ils se posent et ça, c'est les réponses qu'ils souhaitent avoir. Donc, c'est vrai qu'avec ce que tu proposes, Sébastien, ça permet aussi d'avoir des éléments de réponse en amont, à condition d'avoir joué le jeu de la transparence. Alors, on commence à avoir des commentaires complètement d'accord avec vous. On n'a jamais une seconde chance de faire bonne impression. Tout à fait. L'intégration, c'est qu'une fois. Même tout à l'heure, on parlait des salariés boomerang. Même s'ils partent et qu'ils reviennent, ce ne sera pas la même intégration. L'intégration, la vraie de vraie, elle n'a lieu qu'une fois. Donc, faites attention. Alors, Marlène, ça, c'est une question en plus pour toi. Qu'est-ce que tu penses du mentorat justement, pour accompagner l'intégration? Le mentorat, c'est extrêmement intéressant. Le mentorat et le reverse mentoring, c'est-à-dire que le jeune qui arrive au sein de votre le nouveau collaborateur, nouveau jeune collaborateur qui arrive au sein de votre entreprise, il a aussi des choses à vous apporter. Il a aussi ce nouveau regard, cet œil neuf sur votre entreprise. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ce mentorat pour accompagner le jeune collaborateur, notamment dans la rencontre vers les autres collaborateurs, mais de solliciter aussi cet œil neuf. Des fois, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on parle du rapport d'étonnement comme quelque chose d'un peu désuet, qui a une faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, ça a une valeur ajoutée considérable quand il est bien utilisé. Parce que ce rapport d'étonnement va permettre à chacun de prendre conscience de ses regards et de communiquer, de créer ces temps d'échange formels et informels pour partager aussi ce que nous avons observé lors des premiers jours, des premières semaines au sein de l'entreprise. Donc, le mentorat, c'est un grand oui, mais idéalement, il faut que ça se fasse dans les deux sens pour justement impulser cette dynamique horizontale. Donc, j'ai un neveu de 26 ans, s'il constate du racisme en entreprise, il fuit. Oui, c'est des constats aussi. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand on va interviewer les jeunes, alors Sébastien a eu l'occasion de voir des vidéos parce que, comme je disais, je fais des entretiens filmés pour pouvoir aussi retransmettre ce qu'ils nous disent le plus fidèlement possible. Ce sont leurs mots, ce sont leurs manières de s'exprimer. Et justement, ce possible racisme, les discriminations en tout genre, aujourd'hui, sont vraiment des éléments qui inquiètent les jeunes générations. Et comme je disais en préambule, on est plutôt sur une génération qui est anxieuse, qui peut avoir peur du monde professionnel parce que justement, malheureusement, ça existe encore. Alors, j'ose croire qu'il y a du mieux, mais effectivement, il peut y avoir des situations comme ça discriminantes. Après, il faut aussi, je crois en tout cas que c'est notre rôle de les faire prendre du recul et de leur faire prendre conscience que ce n'est pas parce qu'ils ont vécu une situation de ce type et qu'ils voient ces propos relayés sur les réseaux sociaux que ça correspond à la réalité. Alors, une autre question, on va y répondre tout de suite. Du coup, s'ils veulent du sens et le bon salaire, c'est quoi un bon salaire? Première question. Et savent-ils faire la part des choses entre leur envie et la réalité du marché, capacité financière de l'entreprise? Point d'interrogation. Alors, un bon salaire, là, ça va être compliqué de vous répondre parce que ça dépend évidemment du profil, du secteur.
Donc ça, c'est la première chose. Après, est-ce qu'ils savent faire la distinction? Pas forcément. Encore une fois, on est sur des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui n'ont pas forcément le recul nécessaire. Et je pense que c'est aussi notre rôle de leur faire prendre conscience que parfois, ils peuvent demander peut-être un salaire et être un peu trop gourmand, on va dire, sur la rémunération. Et si c'est le cas, si c'est la vérité, il ne faut pas avoir peur de le communiquer. Après, leur raisonnement derrière, en termes de rémunération, qu'aujourd'hui, ils ne vont pas, encore une fois, avoir cette projection linéaire. Ils ne vont pas se dire, ils vont pas faire comme ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire se projeter dans une entreprise, se dire, je vais acquérir de plus en plus de compétences, de plus en plus de savoir-faire, et mon salaire va augmenter au fur et à mesure. Eux, leur projection est plutôt sous forme de mission. C'est-à-dire que s'ils estiment être en capacité de pouvoir mener la mission et que vous les embauchez pour cela, alors qu'ils aient 25, 35, 55 ans, ils estiment devoir percevoir la même rémunération. C'est un peu la logique derrière. Donc, si ce n'est pas la vôtre, il ne faut pas avoir peur de l'expliquer, de prendre le temps d'échanger, toujours avec des éléments factuels et en évitant évidemment d'accuser la personne ou de la remettre en cause directement. Alors, on va répondre à vos questions, il y en a plein d'autres. On va continuer un tout petit peu et je vais juste répondre, on va prendre Brigitte, votre première question sur l'ambiance, ça va faire le lien avec la slide d'après. Et vous avez sur votre deuxième question et aussi sur le fait de filmer les entretiens et tout ça, on va y répondre juste après. À propos d'ambiance, une fois on m'a dit on a besoin de toi pour faire le lien entre deux entités qui ne s'entendent pas. J'avais donc un rôle et c'était clair. Ça fait suite au rapport d'étonnement, Marlène, que tu parlais, qui peut être un tremplin pour impliquer justement cette nouvelle génération sur des problèmes qu'ils auraient pu détecter en entreprise. Oui, tout à fait. Ça permet, à condition de bien le considérer, ça peut permettre effectivement de mettre en lumière certaines problématiques. Par contre, c'est vrai que la personne là, qui évoquait avoir eu ce rôle de recréer du lien, de recréer une bonne ambiance entre deux services, c'est quand même un rôle très conséquent. Et je crois que ça, malheureusement, a priori, vous l'avez très bien vécu et c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas forcément facile et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir les épaules pour le faire parce que l'ambiance, évidemment, n'est pas dépendante d'une seule personne. C'est avant tout un environnement, un collectif qui doit être derrière et qui doit s'engager. Et cette notion d'ambiance, comme on l'a dit juste avant, elle est aujourd'hui très importante et on n'est pas du tout sur… tout à l'heure, tu parlais du baby-foot. Bonne ambiance n'égale pas avoir un baby-foot et de la musique dans ses locaux. Ce n'est pas ça. C'est vraiment les relations humaines au sens pur, au sens strict du terme. Considérer l'autre, prendre le temps de communiquer, respecter l'autre. Ça, je l'ai. Tout à l'heure, je vous parlais de fausse croyance. Je l'ai tout le temps aussi, cette fausse croyance du respect. Les jeunes ne respectent rien. Et les jeunes me disent qu'ils ne sont pas respectés par les plus anciens. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc il faut réussir à apaiser tout ça. Mais ça passe avant tout par la communication. Alors justement, on met ce mot ambiance, on va juste s'attarder dessus avant de commencer à répondre à toutes les questions, parce qu'on entend beaucoup depuis déjà quelques années maintenant, j'allais dire quelques mois, mais quelques années, la marque employeur. Donc beaucoup, il faut travailler sa marque employeur, il faut travailler son site, travailler son why, sa raison d'être, derrière ses valeurs, mettre en place tout ce système-là pour attirer et montrer à l'extérieur comment on est à l'intérieur. Mais souvent, il y a le marketing s'est mêlé à tout ça et on a des surprises, comme on le disait. Vous avez vu le pourcentage de la nouvelle génération qui arrive en entreprise, parce que ce qu'ils perçoivent de l'extérieur et ce qu'ils voient à l'intérieur est assez différent. Et je fais le pari, et ce webinaire est enregistré, que dans les prochaines années, ce qui va faire la différence en termes de recrutement dans les entreprises, c'est l'ambiance et qu'on rende ça factuel. C'est quoi une ambiance? C'est pas disco de night, je mets la musique et puis c'est parti. Non, c'est une ambiance de manière factuelle. Je vais prendre quelques éléments. Par exemple, on est en train de travailler dessus pour se demander comment on peut mesurer une ambiance. C'est hyper waouh, parce que comme ça peut paraître très imagé. Mais il y a des choses qui ressortent comme la reconnaissance. On en parle depuis le début. Mais on a été éduqué, ou moi je suis rentré dans le monde du travail, c'est fais tes preuves, quoi. Et la reconnaissance, j'en avais si voilà, je me levais tôt le matin, je restais tard le soir, et que je montrais que je turbinais, et puis d'un seul coup j'avais un petit peu de reconnaissance, pas forcément, des fois on me disait ouais c'est bien, mais continue. Là aujourd'hui on est vraiment dans de la transparence, et dès le départ, sinon on a un sentiment de manque de respect. Créer des temps conviviaux, pareil, c'est pas de disco de night, c'est proposer aux personnes, aux collaborateurs, collaboratrices, de eux-mêmes créer des temps conviviaux. La différence est minime, mais on n'impose pas, on ne dit pas, tiens, il y a le goûter de Noël. Non, c'est donner envie d'eux et permettre à.
Les bureaux agréables, ça, c'est pas forcément, Marlène, tu vas nous en parler après, mais c'est pas forcément primordial parce qu'il y a des entreprises où il y a des bureaux qui ne sont pas forcément super, hyper fun avec des écrans digitaux et pourtant, il y a une ambiance, il y a des collaborateurs. Je vais jusqu'au bout, je te donne la parole. Demander des avis collaboratifs, ça aussi, c'est dans une entreprise, il y a un cadre, mais être capable d'avoir un cadre et puis d'avoir un bac à sable dans lequel on peut se jouer, je prends cette image-là, parce qu'il y a des curseurs qu'on peut peut-être bouger de manière collaborative sur des petits cailloux, j'appelle ça des petits cailloux, des problèmes qu'on a au quotidien, qu'on peut partager. Ça peut être issu d'un rapport d'étonnement, comme ça peut être issu sur des ateliers justement collaboratifs. Et intégrer le perso au pro. Les anglo-saxons l'ont déjà adopté depuis des années. En France, on a du mal, c'est-à-dire qu'on a des entretiens de recrutement. Par exemple, j'ai vécu avec des candidats qui me disent, je demande sur les centres d'intérêt, par exemple, pour discuter un peu, où le candidat va me dire, mais non, mais là, je suis venu ici pour travailler, pas pour vous parler de ma vie perso. Ce que je peux comprendre et je respecte sans problème. Mais aujourd'hui, on prend des gens à part entière. 85% des emplois de demain ne sont toujours pas créés et on va plus en plus recruter des personnalités qu'on va former à nos métiers et former à l'entreprise. Donc, à partir de là, la vie perso et vie pro, on nous prend tel qu'on est, en entier. Ça demande de la tolérance, ça demande de l'écoute et de la transparence. Alors, tout ça peut paraître très bisounours, comme j'entends des fois ce terme qui est relaté par certains dirigeants, mais non, c'est la réalité actuelle et c'est le management qui a changé. Et le bonus, quand on parle de sens, c'est ce fameux why, Simon Sinek, si vous voulez regarder ça sur YouTube, c'est pourquoi vous vous levez tous les matins. Ça peut être une motivation par l'argent, hein. Il n'y a pas de tabou là-dessus, mais c'est le dire dès le départ. On a travaillé dans le domaine de l'immobilier pour des personnes dont le moteur c'est l'argent. Eh bien, on le dit, on capte des gens qui aiment l'argent. D'autres, c'est pour rétablir, par exemple, Me and My Boss, c'est pour mettre les bonnes personnes aux bonnes places dans les bonnes entreprises. Eh bien, c'est ce qui nous motive au quotidien, c'est ce qui fait qu'on développe, qu'on avance, qu'on attire des gens qui nous ressemblent et qui sont en concordance avec nos valeurs. Eh bien, ce sens-là, vous l'avez dans votre entreprise, mais des fois, on ne l'a pas travaillé, on ne le fait pas savoir. Et pour passer la parole plutôt à Marlène, j'aimerais que tu nous partages, par exemple, tu as fait une étude dans le domaine de la grande distrib sur cette ambiance où dans des magasins, tu avais des turnovers et d'autres pas. Oui, tout à fait. J'ai travaillé donc avec l'un des leaders dans la grande distribution qui m'a appelé parce qu'il y avait un turnover très fort. Et ce turnover était complètement différent d'un magasin à l'autre. Donc, on avait des magasins dans lesquels il y avait un turnover très marqué et d'autres dans lesquels c'était plutôt acceptable. Donc, on s'est posé la question de ce qui venait se jouer justement au cœur de ces magasins. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y avait une grosse différence en termes d'ambiance et au terme de management. Donc, aujourd'hui, ces questions d'ambiance, elles doivent aussi être impulsées par vos managers. Et je pense que là, en tout cas, se trouve une clé, c'est dans l'accompagnement des managers, dans la prise de conscience. On parle de reconnaissance dans la slide que vous avez sous les yeux. Aujourd'hui, les jeunes, quand on leur demande ce que c'est la reconnaissance pour eux, c'est parce que c'est quelque chose c'est un message qui porte très, très, très fréquemment. La reconnaissance, c'est être reconnu dans sa singularité, c'est pouvoir apporter son regard, pouvoir s'investir sur des projets. Donc, c'est plutôt quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement positif pour vous si vous êtes dirigeant, si vous êtes manager. Vous avez des jeunes qui ont envie de s'impliquer, mais qui ont besoin d'être reconnus en tant qu'individus. Ça, c'est un élément qui est encore une fois très marqué. Donc, si je refais le lien avec l'exemple dont tu parlais dans la grande distribution, il y avait aussi ces notions de temps conviviaux. Typiquement, dans les magasins, nous allions retrouver des équipes qui créaient ces temps d'échange, qui partageaient, qui parlaient de vie pro, un peu de vie perso aussi. Et dans d'autres magasins, tout était très formel, tout était très fermé. On avait un cadre strict et aucune liberté à l'intérieur de ce cadre. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Le cadre doit être strict. Et moi, mon propos n'est pas de vous dire que vous devez modifier totalement vos organisations pour répondre à 100% aux attentes des jeunes générations. Ce n'est pas ça mon propos. C'est vraiment d'identifier quelles sont les attentes de ces jeunes, parce que ces attentes se généraliseront demain. Donc, il vaut mieux commencer à travailler dès à présent sur ces attentes-là. Et puis, comment faire se rencontrer ces attentes. Et puis, votre entreprise qui existait avant que ces jeunes viennent à votre rencontre existera toujours après. Donc, comment créer le lien? Comment faciliter cette rencontre? C'est extrêmement important. Et plus vous impulsez une bonne ambiance, une relation horizontale au sein de votre équipe, plus vos nouveaux collaborateurs vont se sentir à l'aise, vont se sentir bien et auront probablement envie de rester à vos côtés. Et pour faire ce slide, on parle aujourd'hui, on a parlé de onboarding, donc terme anglo-saxon pour ceux qui ne le savent pas, qui est l'intégration. Avant que la personne s'intègre, on va lui envoyer des mails, se renseigner, l'accueillir et derrière la suivre sur l'intégration. Et on parle aujourd'hui de offboarding. Même les gens
où ça ne s'est pas bien passé, on va les accompagner vers la sortie, c'est-à-dire accompagner de manière positive. Des personnes qui ont fait un choix d'aller à la concurrence aussi, on va les accompagner de manière positive pour avoir peut-être un effet boomerang. Donc, ça change complètement les mentalités et ce n'est pas forcément évident. Oui, et du coup, ces collaborateurs qui vont peut-être, comme on le disait, aller voir la concurrence, eh bien, il faut les accompagner parce que ça vient aussi ancrer une forme de mémoire collective, c'est-à-dire qu'on se souvient tous du pot de départ de un tel. Ah oui, il est parti, bon, il est peut-être parti pour aller à la concurrence, mais on a passé un bon moment ensemble. Et encore une fois, ça permet de créer ces temps qui vont être formalisés autour d'un pot de départ, par exemple, mais qui vont avoir des échanges, qui vont porter des échanges plutôt informels. Vos collaborateurs, que ce soit vos actuels collaborateurs ou vos anciens collaborateurs, ce sont vos meilleurs ambassadeurs. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une vraie tendance à la cooptation. Les jeunes vont chercher des infos, vont questionner leur entourage sur des expériences potentielles qu'ils auraient pu avoir chez vous. Et si vous avez un collaborateur que vous avez accompagné jusqu'au dernier moment, avec lequel ça s'est bien déroulé, eh bien, il parlera de vous positivement et du coup, ça peut avoir des retombées positives de manière indirecte. Alors, on va commencer à répondre à vos questions parce que ça fait 40 minutes. Je vais répondre à la première. Tu as le droit de filmer un entretien. Très rapidement, la réponse est oui, à condition de demander l'autorisation et d'expliquer où la finalité, tout simplement, de ce film. Je prends l'exemple de Visio-Talent qui avait été racheté par MétéoJob, Clever Connect aujourd'hui, ou qui propose des entretiens vidéo différés, ou Easy Recruit qui a été racheté aussi, qui propose aussi des entretiens vidéo différés, ou encore les Américains HireVue. Écoutez bien, c'est des entretiens de recrutement en vidéo où c'est une intelligence artificielle qui vous pose des questions. Le tout est enregistré, il regarde les traits de votre visage, la manière de réagir, la voix, et vous dit si vous êtes fait ou pas pour le poste. Et bien entendu, leur slogan, c'est 1000 entretiens à travers le monde en même temps. Donc déjà qu'on a du mal à avoir des gens en face à face, mais alors là, je ne vous dis pas. Mais pour répondre à votre question, oui, on a le droit de filmer. Ouais, et je me permets juste d'ajouter sur ce point-là, donc moi, tous les entretiens filmés que je fais, évidemment, la personne accepte, signe un document attestant qu'elle accepte bien que l'entretien soit filmé et soit diffusé. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour être sûr que justement la caméra ne va pas biaiser leur discours, on réalise aussi des entretiens qui ne sont pas filmés pour s'assurer vraiment de la fiabilité des éléments aussi qu'on va vous transmettre. Pour les ambassadeurs, c'est clair, je parle toujours de Michelin, 25 ans après. Vous avez un super processus d'intégration Merge Hybrid. Alors, on va répondre à Chuck. Joël, bonjour Joël, je ne sais pas si tu es à Brest ou à Paris. Avez-vous des stats qui démontrent justement que le onboarding et la transmission des compétences, connaissances ne se font pas vraiment du tout comme il le faudrait en France comparé à plein d'autres pays? Alors moi, personnellement, je n'ai pas d'études de vague de sens sur le sujet. Mais c'est un sujet qu'on va creuser là en fin d'année. Donc, l'année prochaine, j'aurai peut-être des éléments à vous transmettre sur ce point. Néanmoins, je vous l'accorde. Effectivement, en France, on est un petit peu en retard et on a du mal. On est très processé. On veut faire rentrer les gens dans des cases. On veut que chaque étape soit bien établie, que tout soit bien cadré, bien carré. Et aujourd'hui, justement, ce n'est pas forcément ce que nous demandent les jeunes générations, encore une fois, en étant très portés vers ces relations humaines. Pour partager, Joël, une expérience vécue dans la Silicon Valley en visitant avec d'autres chefs d'entreprise LinkedIn, Facebook, Google, etc., sur la partie recrutement, même Uber, la manière dont ils fonctionnent, c'est qu'ils ont un formulaire pendant l'entretien. C'est plus un entretien de vente et non pas de recrutement, où le candidat va lui poser des questions. Vous avez quelle taille de télé chez vous? Je vous dis, c'est véridique. Quelle taille de télé? Eh bien, dans l'entreprise, elle est plus grande. Qu'est-ce que vous mangez? Eh bien, on a des food trucks de tous les continents. L'objectif est que le collaborateur salarié se sente mieux dans l'entreprise que chez lui. Et dernière chose, il partage, par exemple, sur les développeurs informatiques, il se voit les managers de Facebook, Google, lors des entretiens en fait, trimestriels. Si le collaborateur en a marre de travailler chez Google, eh bien, il lui propose de le présenter à Facebook ou à LinkedIn pour les garder dans le même environnement géographique. C'est comme si nous, en France, je vais prendre n'importe quel secteur dans le BTP avec les directeurs de travaux, les boîtes de BTP s'entendaient entre elles en disant, bon, ben, chez moi, il en a un peu marre, est-ce que tu veux que je te l'envoie chez toi pour faire tourner les colas? C'est un état d'esprit, un mode de fonctionnement, mais ils peuvent embaucher et débaucher aussi vite que l'éclair. Tout ça pour dire que, dernière chose, l'entretien de recrutement se fait pendant la phase d'intégration, c'est-à-dire que toute l'équipe est mise au courant et observe la nouvelle recrue et doit valider au bout d'un mois si elle reste ou pas. Et nous, dans l'industrie, alors on n'est pas allé aussi loin, mais avec certaines entreprises, ce qu'on propose désormais et qui fonctionne vraiment très bien, c'est pour
les collaborateurs qui ont envie d'aller voir ailleurs, plutôt que les inciter à donner leur démission et puis à partir ailleurs, on leur propose, avec certaines entreprises, de partir découvrir d'autres entreprises. Alors, on est plutôt sur du quelques jours que quelques semaines, voire quelques mois, mais en tout cas, de prendre conscience de la valeur que peut apporter son entreprise. Et souvent, c'est des collaborateurs qui reviennent et qui sont davantage engagés, qui n'ont plus du tout envie de partir, qui savent ce qu'ils ont, qui sont fiers de ce qu'ils ont. Et d'ailleurs, souvent, l'un des éléments qui remonte, c'est la notion d'ambiance. Ils disent « Ah, ok, à côté, en fait, ils me proposent plus, peut-être un peu plus de flexibilité, mais ici, on a une super ambiance, donc clairement, je ne vais pas partir. » Rapidement, des commentaires, c'est le fonctionnement des groupements d'employeurs. Tout à fait, Laetitia. Et Brigitte qui dit que j'ai vécu chez Michelin aussi, je suis parti d'un service, on m'a placé ailleurs à un poste que j'avais moi-même déterminé. Tout à fait. On va continuer dans les questions. Ne pensez-vous pas que cette recherche de sens, d'implication, d'utilité concerne aussi d'autres générations? Quadra, Quinca, je constate que c'est le cas aussi. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, donc ces jeunes générations, en fait, elles vont impulser la prise de conscience. Souvent, c'est ce qu'on observe parce que vous allez avoir, quand on parle de ces jeunes générations, notamment la génération Z, c'est celle qui est en train d'arriver dans votre entreprise. Donc, quand vous avez un collaborateur qui vous parle de sens, bon, vous pouvez passer outre. Quand vous en avez 30, il va falloir se poser la question. Et donc, ces jeunes générations, en fait, elles viennent cristalliser ces attentes, mais vous avez tout à fait raison. C'est aussi des attentes que l'on va retrouver simplement de manière un peu moins marquée pour le moment chez des Quadra ou chez des Quinca, mais ça risque de se généraliser demain, d'où l'intérêt de commencer à travailler sur ces sujets dès aujourd'hui. Tout à fait, ça fait lien avec des commentaires plus que des questions. Je pense qu'il y a un vrai changement sociétal qui affecte le monde du travail, qui ne s'inscrit pas uniquement pour les jeunes, mais l'ensemble des salariés aujourd'hui. C'est ce qu'on disait à l'instant. On assiste à une recherche de sens dans tous les types de corps de métier. C'est vraiment réel. Et c'est la transparence qui prime et d'autres avantages qui viennent après par la suite. Tout à fait. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Quadras, les Quinquas sont quand même plus, je pense, plus faciles, peut-être en tout cas à gérer pour des entreprises, sont peut-être un petit peu plus souples. Et c'est vrai que pour les plus jeunes, il y a aussi l'aspect contextuel, à savoir qu'ils n'ont pas forcément de prêt, ils n'ont pas forcément de famille à charge, donc ils peuvent se permettre, si l'entreprise ne leur convient pas, de partir plus facilement que peut-être des personnes qui sont plus installées et qui ont plus de contraintes par ailleurs. Élise qui dit « Dans ma société, on organise des soirées cooptation, #Niji ». Et puis avec cette question-là, comment se démarquer face à d'autres ESN? Là, je peux répondre en tant que recruteur. En fait, vous avez énormément de force sur l'animation, ce que vous êtes capable d'apporter à des développeurs. Eux, ce qu'ils le perçoivent, en fait, ce qui peut les freiner, c'est d'être placés dans différentes entreprises. Donc, d'avoir une double appartenance. C'est le frein généralement constaté. Donc, c'est soit vous arrivez à créer et je ne connais pas le mode de fonctionnement chez Niji, mais un management à distance qui soit de proximité avec ces développeurs et puis de les faire grandir, de la reconnaissance, qu'on disait, de l'interaction avec une appartenance Niji tout en étant placé. Je ne peux pas vous répondre comme ça, mais je sais que les ESN qui arrivent à faire la différence sont des managers qui s'occupent de leurs développeurs, parce que j'ai vu certaines ESN où les gens étaient placés et puis on n'avait pas de contact avec eux pendant pas mal de temps. Oui, c'est ce que j'ai constaté également. Et puis, un autre point, c'est qu'aujourd'hui, vous allez placer, si on prend l'exemple des développeurs, vous allez placer certains développeurs chez vos clients. Et des fois, en fonction de la personnalité, ça ne va pas forcément matcher. Donc, c'est peut-être aussi prendre le temps de bien comprendre quelle est la personnalité de votre collaborateur pour voir vers quel client il serait le plus adéquat de l'orienter. Parce que des fois, il y a un décalage qui se crée à ce niveau-là, et ça va très bien se passer chez un client et moins bien chez le suivant. Ça peut les inciter à partir. Là, on voit Joël qui parle d'un témoignage, d'une impression chez les jeunes, voilà, dans leur arrivée dans l'entreprise, qui, en fait, quand vous êtes censé collaborer en équipe et qui constatent qu'ils sont souvent isolés. Ça, on a souvent discuté de ça avec Marlène, où la personne arrive, elle est accueillie le premier jour et après, voilà. Et parmi ces 5 personnes, aucune d'elles n'est vraiment accueillie ou accorde de l'attention à la nouvelle personne. C'est purement suffisant pour que la personne arrive, demande de partir. Tout à fait. OK, Check. Élise, on pourra discuter, si vous voulez, ou par téléphone, ou un café, parce que voilà, on est sur la même ville. Vous pouvez aussi préciser la notion de onboarding. Oui, Brigitte. Moi, je tousse aussi. Alors, le onboarding. Je vais commencer, Marlène. En fait, par exemple, dans le recrutement, on va capter une personne, faire les entretiens, les prises de référence, les tests de personnalité. Je passe très, très rapide. Et là, on tombe d'accord avec l'entreprise. Voilà, vous allez venir travailler chez nous à partir de telle date. À partir de là, un compte à rebours se met en place et l'onboarding commence maintenant. C'est-à-dire qu'on va envoyer tout simplement une promesse d'embauche. Et suivant le timing, on va mettre un rétro-planning des tâches
fait sa tâche, même si le mot est mal choisi, on va envoyer un mail pour dire bienvenue chez nous. On va envoyer un livret d'accueil une semaine avant. On peut envoyer même des vidéos de l'e-learning chez certaines sociétés pour que le candidat commence à se mettre dans l'ambiance des valeurs et de l'entreprise. Et c'est surtout pour qu'au dernier moment, ils ne disent pas non, je ne viens pas. Le fameux ghosting des candidats qui disent oui à un job et puis qui ne viennent pas au dernier moment. Et on va l'accueillir. Et surtout, une fois qu'on l'a accueilli, derrière, on continue. Et donc, l'onboarding va jusque-là. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on parle de phase d'intégration, ce n'est pas une journée d'accueil. Ça, il y a plein d'entreprises qui confondent un petit peu les deux. Et non, mais nous, on a ils arrivent, on les met dans une pièce, on échange avec eux, on partage, des collaborateurs viennent présenter ce qu'ils font, leur métier. L'onboarding, c'est bien plus conséquent que ça. Effectivement, ça commence avant même que le collaborateur ait mis un pied chez vous et ça se poursuit après son arrivée au sein de l'entreprise. Et tu parlais de livret d'accueil. Un livret d'accueil n'est pas une intégration. Le livret d'accueil de 150 pages, ça ne fonctionne plus. Il faut plutôt échanger sur ces éléments, essayer de, pourquoi pas, gamifier cette phase d'intégration, en tout cas qu'elle soit le plus vivante, la plus humaine possible. Ok, on continue. Tac, Arnaud. Merci Arnaud. Merci Sébastien pour ce webinaire. Je viens de tester une offre Me and My Boss, expérience candidat exceptionnelle et déroutante. J'ai découvert le travail de Marlène aussi lors d'un séminaire inter-IFRIA. Voilà, toujours aussi fluide et pertinent. Merci. Nicolas, la recherche absolue de la bonne ambiance n'est-elle pas contre-productive et génératrice d'une nouvelle pression, celle de la constante recherche d'une bonne ambiance? C'est hyper intéressant. Il faut rester léger et naturel pour générer de la bonne ambiance. Je trouve personnellement qu'il y a une énorme pression à sourire tout le temps, à être positif, à être en groupe, et que ça quid des personnalités introverties. C'est pas du tout comment dire ça? Alors, je ne sais pas par où commencer parce qu'on pourrait en parler des heures, je crois, de ce sujet-là. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de pression à la bonne ambiance parce que justement, tout à l'heure, on a parlé de transparence. L'idée, c'est en fait, on a des collaborateurs, des humains qui vont se mettre autour d'une tâche commune, d'une mission commune. Et l'idée, c'est d'être le plus transparent possible. On a le droit de ne pas être heureux, on a le droit de ne pas vouloir en parler aussi. Il ne doit pas y avoir de pression, je crois, au sourire, comme vous évoquiez, pression à la bonne humeur, à la bonne ambiance. Je pense que la bonne ambiance se fera naturellement si vous avez des personnes qui sont là parce qu'elles partagent des valeurs, parce qu'elles partagent aussi une manière de voir le monde, ou en tout cas de voir les missions sur lesquelles elles doivent travailler ensemble. Bonjour, le télétravail, compatible ou pas avec ces jeunes? Oui, mais pas à 100%. Souvent, ils souhaitent du télétravail, mais si vous avez des jeunes que vous avez embauchés récemment et qui vous disent assez rapidement « j'aimerais passer en 100% télétravail », posez-vous des questions. En général, derrière, c'est effectivement une problématique d'ambiance qui fait le lien avec la question précédente. Mais le télétravail, oui, c'est quelque chose qui est plutôt apprécié. Aujourd'hui, je crois qu'il est apprécié par toutes les générations. Alors, comme sur LinkedIn et autres vidéos métiers aux salariés, sur les réseaux, sont-elles appréciées ou too much et considérées comme trop jouées par les candidats? Ça va dépendre de la manière dont elles sont faites. Mais c'est effectivement très clivant au sens où il faut vraiment que vous arriviez à donner la parole aussi à des collaborateurs qu'on voit peut-être un peu moins, pas forcément les managers ou des personnes qui ont l'habitude de s'exprimer face caméra. Il faut vraiment qu'il y ait cette authenticité, cette sincérité pour que ça fonctionne. Sinon, ça donne le sentiment de quelque chose de très lisse et là, ça ne fonctionne pas du tout. Et juste pour continuer là-dedans, j'ai vu une vidéo il y a peu de temps, je suis en train de chercher le nom, c'est pas LinkedIn, je ne pense pas. Quelqu'un qui s'est filmé dans les bureaux pour montrer les collègues, une start-up, avec son smartphone. Bonjour, voilà, nous sommes telle entreprise, et qui filme dans les bureaux, et qui passe, et on voit les gens qui sont limite gênés, introvertis. Mais qu'est-ce que tu fais? Je filme, c'est juste pour présenter notre entreprise. Et du coup, ça va faire un carton parce que c'est artisanal. Et donc, du coup, qui dit artisanal dit naturel, dit transparence, dit on ne raconte pas du market. Donc, éventuellement, on pourrait pousser même jusqu'à donner un smartphone à certains collaborateurs pour qu'ils présentent eux-mêmes leur métier. Ce ne soit pas forcément des intervenants extérieurs ou des gens qui leur posent des questions avec une interview très cadrée, mais que ce soit encore une fois porté par la naturalité. Ce que vous évoquez avec l'ambiance montre que vraiment le retour à ce qui fait de nous des humains est vraiment important. Après tout, jusqu'à présent, on travaille pour une entreprise, alors qu'en fait, on travaille avant tout pour soi. Brigitte, donc en effet, chez Michelin, il faut qu'on prenne contact avec Michelin. Oui. Un Quadrac, un cas quitte Michelin, par exemple, pour monter leur propre boîte, car ils sont en perte de sens dans la multinationale. Et Joël, donc tu es sur Paris, ok. Réflexion sur le sujet, être empathique envers les gens et trouver leurs problématiques sur leur équilibre vie perso-pro au sein de l'entreprise. Voilà ce que doit faire un bon manager avant de parler uniquement business. Le fait de manager aujourd'hui ne doit pas être synonyme de stress, mais de motivation à mieux vivre ensemble et à mieux gérer les projets de l'entreprise. Oui, le manager est avant tout un manager ressource.
En tout cas, c'est la posture qu'il doit adopter s'il veut répondre aux attentes portées par ces jeunes générations. Et je rajouterais même, et c'est là que le mindset est en train de changer, c'est des managers qui vont faire grandir les collaborateurs et on se transforme limite en coach et non plus en contrôle. Et là, ce n'est pas forcément évident à jouer. OK, on a répondu à toutes les questions. Je vois certaines personnes qui se sont déconnectées parce qu'il commence, et on est bientôt 11 heures déjà. Je vois, n'hésitez pas à poser d'autres questions, on va y répondre bien entendu. Nos coordonnées sont ici. On peut se connecter sur LinkedIn, on peut échanger. On est tous les deux passionnés, vous l'avez vu, avec beaucoup de témoignages ou de cas pratiques, de références aussi dans le domaine. Donc, si on peut rendre service, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laetitia. Comment allier vie perso et vie pro au sein de la société? Élise, ça, c'est toute une histoire de direction, de management, c'est de sonder déjà la possibilité. Il y a par exemple un livre qui vient de sortir d'Alexandre, le chef produit de Talentsoft, par exemple, où il explique en fait qu'au sein des équipes, le fait de mélanger vie perso, vie pro, c'est un peu comme les Gardiens de la Galaxie. Quand le film se présente, vous avez des personnages avec des vraies personnalités. C'est ce qui fait l'identité et qui crée intrinsèque une ambiance. C'est comment on arrive à lever les peurs, les freins de notre management sur lequel on a été formé pour ouvrir. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'on a des réflexes humains de peur, tout simplement là-dessus. Mais on pourra en discuter, Elise, avec grand plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Brigitte. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on se fera un plaisir de vous répondre, que ce soit par mail, par LinkedIn. Bien, Margot, écoutez, je veux bien, si vous avez une copie de votre mémoire. Très bien, merci aussi d'avoir été là. Et puis, écoutez, on vous souhaite une bonne journée, pas bon appétit parce qu'il est que 11 heures, mais quoique, un bon café et puis à bientôt sur les réseaux alors. Bonne journée à tous. Merci. À bientôt.